Bonjour, voilà, c'est Clarisse, je reviens vers vous pour cette troisième vidéo d'introduction au conte amérindien La femme qui voit loin. Nous suivons donc tout un processus ensemble de lecture de contes sur ce podcast, de contes amérindiens qui, chaque mois, nous enseignent une part de l'énergie qu'il existe sur Terre en lien avec les lunes, les mois donc, et les saisons. L'énergie sur Terre qui a de l'influence sur nous sur nos proches et notre environnement et sur notre vie intérieure et extérieure. Le mois d'avril, et donc le conte du mois d'avril s'appelle La femme qui voit loin, et nous avions vu que c'était un conte excessivement riche qui nous demandait, pour pouvoir l'approcher, plusieurs vidéos d'introduction, car il nous demande de pouvoir un petit peu approcher des notions qui ne sont pas forcément connues pour certains d'entre nous. Dans la première vidéo d'introduction, nous sommes allés visiter ensemble les confins de l'univers avec une intelligence plutôt astrophysique ou astronome. Nous avons vu lors de cette, je trouve, magnifique vidéo, l'immensité qui nous entoure et le côté un peu vertigineux de cet univers infini. Et nous avions vu que si nous restions dans les lois physiques de la matière, il nous était absolument impossible d'aller très loin autour de notre réalité. Aussi, nous avions pu prendre conscience que la réalité qui est la nôtre, si on utilise les lois physiques, elle est très pauvre et très limitée. Dans la deuxième vidéo d'introduction, je vous ai un peu plus parlé de ce qui étaient les expériences de mort imminente, la décorporation, le voyage astral, et nous avions vu ensemble finalement ces étranges expériences que font certains êtres humains de sortie du corps et de voyage dans l'univers, dans l'astral, mais avec d'autres instruments qu'une fusée ou qu'une sonde physique. Et cet instrument s'appelle notre corps astral, notre corps énergétique. Nous avions vu que probablement nous existions avec trois corps, un corps physique, un corps énergétique, un corps vibratoire, et que nous avions la possibilité de nous découpler de notre corps physique et de voyager dans l'univers avec notre corps énergétique et vibratoire pour pouvoir accéder à un autre type de conscience, un espace d'hyperconscience et que nous avons pu aussi appeler l'espace de conscience modifiée, dans lequel nous pouvions aller dans un endroit où il existait une rayonnance d'amour incroyable. Alors évidemment, je vous propose d'aller regarder ces vidéos si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que cette troisième vidéo fait suite à ces deux premières. Il y a une intelligence d'évolution, une logique pour que nous puissions petit à petit approcher ce conte d'avril avec une plus grande intelligence et compréhension intérieure. Aujourd'hui, je vais vous parler de notions un peu plus chamaniques. Voilà, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans un espace spécifique, un peu la spécialité du chamanisme, et c'est exactement pour ce sujet-là qu'il est très intéressant de faire du chamanisme pour nous Français. Le sujet de ces voyages chamaniques, de ces soins chamaniques et de ce sujet de la récupération de l'âme. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer la notion du monde du rêve dans le chamanisme. Pour les chamans, la réalité est constituée de deux mondes, de deux formes de réalité qu'on appelle la réalité ordinaire et la réalité non ordinaire, ou qu'on peut appeler le monde tangible et intangible. Et pour eux, nous coexistons en même temps dans les deux réalités. Et donc, il est important pour les chamans de considérer toute notre vie dans l'espace simultanément de ces deux réalités. Pour eux,
notre capacité à basculer d'un monde vers l'autre, c'est la même chose que notre capacité à rêver. C'est le même endroit, ça part du même espace. Pour eux, le rêve est un art et le rêve nous permet d'avoir des accès aux informations du non-tangible, de l'intangible. Et donc, il est très important pour eux d'apprendre à rêver, de faire des rêves conscients, des rêves lucides. Pour eux, les rêves constituent à la fois la source et la trame de la réalité. Le monde du rêve est donc à la fois la source de notre réalité et la trame de notre réalité. Pour eux, le rêve est une réalité aussi déterminante que notre vie éveillée. C'est un autre monde qui a le même niveau de réalité que notre monde de vie éveillée. Et voire même, ils disent que quand on est éveillé, on est aussi dans un rêve. Pour eux, c'est comme si on était dans deux mondes de rêve, c'est-à-dire deux perceptions différentes. Le monde éveillé, qui est un monde de rêve, c'est pour eux, quand nous sommes dans la réalité de la journée, nous sommes dans un rêve d'illusion. Ils appellent ça le grand miroir fumant. Ce que nous percevons est une réalité illusoire, erronée, et donc ils appellent ça aussi le monde du rêve. Nous rêvons, nous imaginons, nous projetons sur l'écran de notre réalité d'éveil quelque chose qui n'est que le reflet de notre propre intériorité. Et la capacité à aller dans l'autre monde, dans le monde de l'intangible, est une capacité d'avoir accès aux deux mondes de la conscience et donc d'être un être humain un peu plus dans la conscience. Et pour eux, le fait de savoir contrôler nos rêves nous permet d'avoir aussi un contrôle sur notre réalité. De ce fait, ils ne font pas de distinction. Ils considèrent notre vie comme un grand rêve que l'on peut modifier à souhait en contrôlant nos rêves réels ou notre réalité d'être éveillé dans la journée. Donc le monde du rêve dans le chamanisme est fondamental et la maîtrise du voyage chamanique, c'est une espèce de rêve, d'une maîtrise de rêve astral en fait, est très important. Ils y puisent dans ce monde du rêve toute leur sagesse, leur créativité et vraiment ils utilisent le rêve comme un outil de travail afin de développer leur capacité à agir sur toutes ces réalités-là, ordinaires et non ordinaires. C'est même à travers la maîtrise du rêve qu'ils vont pouvoir utiliser cet outil pour soigner et donc faire des soins chamaniques. Alors, si je reviens à notre conte de la femme qui voit loin, nous voyons qu'elle nous est présentée avec, on va dire, 4 spécificités. D'abord, elle nous est présentée comme une voyante. Alors, je vais reprendre un petit peu ces termes-là et un petit peu les développer parce que ce n'est pas les mêmes qu'on peut utiliser par exemple en France. Dans le chamanisme, quand on dit qu'on est voyant, ou que cette mère est une voyante, on veut dire juste qu'elle a la capacité à voir dans la réalité non ordinaire, qu'elle a cette capacité à basculer dans l'autre monde et à voir ce qui s'y passe. Qu'elle a cette capacité à basculer dans ce monde de l'information et à y décoder les informations et à pouvoir expliquer aussi cette réalité non ordinaire. Nous apprenons en faisant du chamanisme à le faire, c'est-à-dire que nous pensons que toute personne humaine est capable d'apprendre à utiliser son cerveau et la maîtrise de son corps et de ses énergies pour pouvoir capter les informations dans cette autre réalité que la science peut appeler aussi extraneuronale, intuitive extraneuronale, cette réalité non ordinaire, cette réalité dans l'intangible, pour pouvoir aller y capter des informations et que c'est un apprentissage à faire.
Personnellement, en accompagnant pendant 6 ans des groupes de femmes en chamanisme, la plupart du temps, en démarrage des processus, je les ai accompagnées pendant 1 an et demi. Il n'y en avait quasi aucune qui savait, en démarrant le processus, à être voyante, en fait, aller voir de l'autre côté ce qui s'y passe. Et puis, à la fin du processus, au bout d'1 an et demi, la plupart des femmes savaient le faire de manière facile, ensuite à la fin. Donc évidemment, c'était un apprentissage et un entraînement, mais en s'entraînant, on y arrive. Donc, ce mois d'avril va nous parler de cette capacité à voir de l'autre côté du voile, de l'illusion. Et donc, on l'appelle une voyante. Maintenant, on dit aussi que c'est une rêveuse. Alors, dans le chamanisme, être une rêveuse, c'est une fonction à part entière. C'est une personne qui utilise le rêve comme un outil de travail. Je suis une rêveuse, je suis quelqu'un qui utilise le rêve comme un outil de travail. Et donc, il y avait dans la tribu la rêveuse ou des rêveurs, et on allait les voir pour avoir de l'information dans le monde du rêve. Donc, la personne se couchait, s'endormait, allait maîtriser son rêve pour avoir de l'information, et revenait et interprétait son rêve et disait à la personne qui était venue la voir ce qu'avait répondu le monde de l'intangible. Donc, on peut utiliser le rêve en chamanisme comme source d'inspiration, comme source de compréhension et comme source de guidance. Donc le rêve est un outil, ça peut être aussi un outil de soin. Donc être une rêveuse dans le chamanisme, c'est simplement savoir avoir la maîtrise du monde du rêve pour pouvoir enseigner, comprendre, récupérer de l'information ou de l'inspiration. Si vous avez suivi jusqu'à présent les contes amérindiens, on voit que dans chaque conte, la mère qui est dans le conte, à un moment, part en voyage chamanique, part dans un rêve, et elle va rencontrer des animaux alliés qui vont lui expliquer des choses, ou lui faire comprendre des choses, et quand elle revient dans la réalité, elle a compris, elle a reçu de l'enseignement, elle a compris énormément de choses, et elle a changé. Voilà, là, ça, c'est très typique du chamanisme. Quand on fait du chamanisme, on est dans la réalité ordinaire et tout d'un coup, on dit, ben voilà, on va aller rêver et on va aller de manière maîtrisée, on va aller se coucher, s'endormir de manière maîtrisée pour aller capter quelque chose dans le monde du rêve et en retirer un enseignement ou une explication ou une guidance. Évidemment, le chaman est très à l'écoute de ce que peut aussi lui dire les rêves de la nuit, et en particulier les rêves du matin. Et on va voir que ce n'est pas anodin par rapport à l'énergie de ce conte, car ce conte se situe finalement dans une horloge. Si on avait une horloge, ce conte se situerait au niveau du petit matin. Donc, dans ce conte, on nous dit que la femme qui voit loin est une voyante, est une rêveuse. Il parle aussi que c'est une visionnaire. Être visionnaire, c'est finalement la capacité d'aller voir dans l'intangible. Si je prends cette décision, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Donc, on se rappelle que dans l'audio précédent, nous avions vu que dans cette réalité non ordinaire, le temps et l'espace n'existent plus, et que nous avions la possibilité d'aller revisiter le passé ou le futur. Être visionnaire, c'est par exemple se dire, si je prends tel chemin, qu'est-ce qui va se passer plus loin? Donc je vais dans le monde de l'intangible, je fais défiler le temps, et je regarde ce qui va se passer dans le futur si je prends ce chemin. Si je vois que ce chemin amène dans un ravin, je dis non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Et si je prends celui-là, je peux être visionnaire, aller voir, je dis ah oui, là il m'amène dans une petite vallée verdoyante, donc on va plutôt prendre celui-là. Être visionnaire, c'est de là où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans mon futur si je prends telle ou telle décision? Ou c'est se dire qu'est-ce que j'ai besoin dans mon futur pour être inspiré de créer quelque chose dans mon présent. Donc être visionnaire, c'est la capacité de voyager dans le temps
et entre autres dans le futur pour pouvoir influencer mon présent. Vous savez, parfois on dit de créateurs ou d'artistes qu'ils ont été visionnaires, qu'ils ont quelques années avant, des fois 20, 30, 40 ans avant, fait par exemple un film, écrit un livre ou dit quelque chose ou créé un outil ou une technologie qui, quelques années après, aura toute son utilité. Et on dit « Ah, ils ont été visionnaires ». Eh bien, c'est un petit peu la même chose, sauf que dans le chamanisme, c'est vraiment un outil. On va utiliser la vision du futur pour comprendre qu'est-ce qu'on va faire dans son présent. On va utiliser la capacité de maîtriser le monde du rêve pour pouvoir, et de l'explorer pour pouvoir prendre une décision dans son présent. Donc, voyante, rêveuse, visionnaire, et le dernier terme qu'ils emploient dans ce conte, c'est prophétesse. Alors, je pense que ça, vous comprenez ce que ça veut dire. Être prophétesse, c'est aussi cette capacité à aller se projeter dans le futur, mais là, la prophétie, c'est en lien avec un destin. C'est-à-dire que ça se passera quoi qu'on décide. Donc, le prophète, c'est quelqu'un qui reçoit de l'information de l'intangible, du futur, qui peut être visionnaire et voir des choses, qui peut rêver et par là, le rêve, voir des choses, ou qui peut être voyant et avoir la vision nette de ce que le futur va nous apporter. Mais le prophète, c'est vraiment en lien avec une notion de destin. C'est pas avec la notion de choix. Quand un prophète parle, c'est que ça va se passer. C'est différent du visionnaire qui va nous dire si tu fais ça, il se passera ça, si tu fais ça, il se passera plutôt ça. Voilà. Ça, c'était donc pour un peu plus aller plus loin dans ces différents termes que ce conte et cette énergie d'avril nous propose d'investiguer. Maintenant, je vais vous parler du voyage chamanique en tant que tel, avant de vous parler de ce qui est le clivage de l'âme, la perte d'âme et le soin chamanique. Le voyage chamanique, c'est donc une capacité à s'endormir, à quitter notre corps physique et à partir avec nos corps énergétiques et vibratoires, c'est comme faire une sortie de corps, pour aller de manière volontaire explorer un espace du temps, donc soit dans le passé, soit dans le futur, soit dans le présent, et de l'univers, dans un but très particulier. Ça peut être d'avoir de l'information, ça peut être un but de soin, ça peut être un but d'enseignement, de compréhension, de reconnexion, etc. Comment ça se passe un voyage chamanique? Donc en principe, on s'allonge, on peut le faire aussi assis. On va se mettre dans un espace de ralentissement et on va mettre notre corps au repos, on va ralentir, donc on va faire des exercices respiratoires pour cela. On va se mettre dans un espace d'écoute intérieure, on se met à l'intérieur du corps. En principe, on se fixe sur notre cœur et on considère que le cœur est la porte à l'au-delà. Donc on va passer par la porte du cœur pour aller ailleurs. On le voit dans ce conte, qu'elle apprend ça aussi. On va ralentir, on se met souvent dans le noir, on met un bandeau noir, on se met dans notre intériorité. Et j'insiste sur ce mot de ralentissement, parce que si on ne ralentit pas, on ne pourra pas faire un voyage chamanique. Et on a vu dans l'autre vidéo que le fait de ralentir va permettre au néocortex de changer de fréquence d'onde et de basculer dans une autre fréquence, une autre fréquence cérébrale qui va nous permettre d'avoir accès à une autre conscience. Dans le chamanisme, on va utiliser le tambour pour faire ce changement d'onde au niveau cérébral. En jouant du tambour de manière très rythmée, assez rapide, avec une certaine fréquence, on va créer ce qu'on appelle une transe chamanique, c'est-à-dire que le cerveau va être embarqué par le rythme au niveau les sons en fait et les vibrations, et il va y avoir un ralentissement cérébral et à un moment on va proposer des inductions un peu comme dans l'hypnose, et à un moment la personne va pouvoir partir de l'autre côté.
je ne vais pas vous expliquer plus loin ce qu'on fait parce que c'est c'est un vrai apprentissage. Simplement vous dire que dans le chamanisme, on considère qu'il y a 3 mondes. Le monde du milieu, qui est une réalité quasi ordinaire. C'est simplement l'autre face, la face énergétique du monde de notre réalité matérielle. Dans cette réalité-là, il existe la même chose que dans notre réalité matérielle, c'est-à-dire qu'il y a aussi des forces de dualité, des forces d'emprise, des forces négatives comme positives. Et donc, on va apprendre, la première chose qu'on va apprendre, c'est à se protéger. Ça me paraît important de vous le dire parce que si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est qu'un voyage chamanique et que vous vouliez voilà, vous y mettre un peu tout seul, ça peut vraiment être dangereux au niveau énergétique et au niveau aussi psychologique parce qu'on peut, en basculant de l'autre côté, sans protection, être face à des entités néfastes, malveillantes et se faire vampiriser, être mis sous emprise et il peut y avoir des conséquences très délétères. Donc, je vous conseille pas du tout de faire ça tout seul et de faire ça avec des personnes qualifiées qui savent vous protéger et vous apprendre à vous protéger. Ensuite, on a le monde du bas, qui est plutôt le monde de la terre, de l'enracinement. Donc, on peut travailler notre enracinement en faisant un voyage chamanique sous terre, en fait. C'est les zones aussi, ça représente les zones de nos ressources insoupçonnées du passé ou dans notre incarnation. C'est très en lien avec la Terre, la planète Terre, la Terre-Mère et ses guidances. C'est un monde où on va y trouver beaucoup de forces vitales. Mais c'est aussi là où on va pour trouver le plaisir, la créativité, la diversité de la vie. Dans le monde du bas, on va aussi utiliser cet espace-là pour aller revisiter le passé et pour pouvoir faire des soins par rapport à des traumatismes qu'on a pu avoir dans le passé. Enfin, il existe le monde du haut, qui est le monde du ciel, c'est celui des énergies purement spirituelles, qu'on va appeler aussi les énergies de lumière. De l'espace de notre conscience ordinaire, on en a une perception très restreinte de ce monde du haut. En voyage chamanique, on va partir, on va décoller, toujours en étant protégé par des forces spirituelles, pour pouvoir aller dans des espaces très particuliers, aller chercher ce qu'on a à chercher. Ce conte d'Avril nous parle de ça, c'est-à-dire de la maîtrise qu'a cette gardienne, cette gardienne d'Avril, à aller récupérer son pouvoir d'aller dans le monde du haut, à certains endroits, pour pouvoir faire ce qu'elle a à faire. Le monde du haut, on va aussi utiliser cet espace-là pour aller visiter le futur. C'est une source de guérison très puissante, c'est une source c'est un endroit où on peut aller trouver cette porte d'or, ces portails énergétiques pour pouvoir connecter à certains mondes de lumière et de guérison. Et c'est un espace important, entre autres, dans la guérison de notre âme, mais aussi de notre esprit et de notre ADN, puisque notre ADN est comme une ellipse qui tourne et qui capte les ondes scalaires, et les ondes scalaires sont les ondes qu'on va retrouver dans les fréquences de haute lumière. Voilà, donc il me paraissait intéressant pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'était qu'un voyage chamanique, de vous le présenter comme ça. Donc en conclusion, on peut faire ça seul ou en groupe. On utilise un tambour pour nous créer l'induction et ralentir nos ondes cérébrales. On se met en tranquillité. On va définir un objectif et ensuite on va partir en voyage, faire comme une expérience de mort imminente, mais cette fois-ci en automaîtrise et pour aller chercher de l'information à certains endroits.
Et ensuite, on va apprendre à revenir très rapidement et à retourner dans son corps, à se lever, à continuer sa journée comme si de rien n'était. Voilà, c'est une pratique, c'est un outil. Alors, pourquoi c'est intéressant de savoir faire des voyages chamaniques pour nous Français? Parce que ça va nous faire explorer ce monde du haut, cette capacité à voir loin, à accéder à cet espace de conscience où il y a énormément d'informations, à nous faire travailler notre capacité à nous reconnecter à des guidances spirituelles, à nous faire entrer dans une expansion de conscience, dans une hyper-conscience. Donc, ça nous travaille notre espace de conscience et ça va élargir notre compréhension des choses. Mais aussi, ça va nous aider à pouvoir récupérer des parts de nous qui ont été abîmées, explosées dans le traumatisme dans le passé. Et ce conte en parle aussi. Donc, ça me paraissait important de pouvoir aborder avec vous la notion de perte d'âme. Bon, je ne vais pas définir ici qu'est-ce que c'est que l'âme. C'est un sujet qui ne fait pas du tout l'unité en fonction des personnes, des initiations, des pratiques spirituelles. Donc, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Simplement, dans ce conte-là, elle parle de cette bulle, cette œuvre de lumière. Et elle va parler de cet esprit, de cet esprit qui peut exploser. On parle, nous, en tant que thérapeute, on va parler d'un phénomène particulier quand il y a eu des gros traumatismes. On va parler du phénomène du clivage ou de la dissociation. On va trouver ça au niveau psychiatrique, mais aussi au niveau psychologique. Et quand on est thérapeute, c'est des choses que l'on traque pour pouvoir diagnostiquer, poser un diagnostic. Quand quelqu'un nous parle, est-ce qu'il y a un état de clivage ou de dissociation? Donc on a plusieurs façons de le repérer. Pour pouvoir, en posant le diagnostic, aller le traiter parce que ça génère énormément de souffrance et c'est la cause de beaucoup d'échecs thérapeutiques. Dans les soins énergétiques et vibratoires, et donc dans les soins chamaniques aussi, nous rajoutons une notion supplémentaire qui est celui du clivage de l'âme, c'est-à-dire du clivage de l'espace énergétique et vibratoire. En principe, quand vous trouvez un clivage au niveau de l'âme ou au niveau de la vibration, vous trouvez aussi une dissociation au niveau psychologique ou un clivage au niveau de la psyché. C'est la même chose, ça va de pair. Il n'est pas rare que des personnes passent beaucoup de temps à essayer diverses thérapies, techniques thérapeutiques et au fur et à mesure des années vivent une forme d'échec en thérapie. Dans ces cas-là, il n'est pas rare que derrière ces échecs thérapeutiques, on retrouve finalement un problème de clivage au niveau énergétique et vibratoire que la thérapie ordinaire n'a pas pu traiter avec ces outils. Alors, il est très intéressant pour un thérapeute d'apprendre à aller dans le monde de l'énergie et de la vibration de son patient, de son client, pour pouvoir aller investiguer s'il y a des espaces de lui clivés et pour pouvoir aller faire ce qu'on appelle de la récupération d'âme. C'est quoi? Eh bien, on considère qu'un traumatisme peut avoir fait une perte d'intégrité, c'est-à-dire que la personne s'est brisée, a perdu son unité, et qu'il pourrait y avoir des petits bouts vibratoires de la personne qui sont restés dans l'espace du temps, coincés dans le passé. Et donc, il faut qu'on puisse aller les récupérer pour que la personne puisse retrouver son unité. Il va y avoir un changement pour la personne de perception de son monde. Plus la personne est dissociée ou clivée, plus elle va avoir des dysfonctionnements psychologiques, émotionnels, de personnalité, d'identité, de comportement, des phobies, ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques, et ça se voit au niveau du système nerveux. Il y a des situations qui peuvent activer les personnes dans une autre forme de personnalité
différente de laquelle elles sont d'habitude. Et c'est souvent des situations qui leur rappellent le traumatisme initial, qui est souvent inconscient d'ailleurs. Le clivage est un mécanisme de défense qui permet la non-contamination dans l'espace vibratoire des informations traumatiques vers les espaces d'informations saines. Voilà, on peut imaginer qu'il y a comme une bulle d'information, on serait comme une bulle d'information, et quand on a un choc, il va y avoir une inversion de polarité au niveau électromagnétique des informations qui va générer quelque chose de mortifère. Et pour éviter qu'il y ait un phénomène de contamination dans l'espace sain, on va couper et on va laisser comme le traumatisme loin de nous dans un espace qu'on lâche, qu'on abandonne, qui va rester très traumatisé. Et en se détachant de cet espace-là, on va mieux vivre et on ne va pas se faire contaminer. Le problème, c'est que l'espace qui a été détaché, c'est un espace qui contient une partie de nous, du potentiel, et donc on a aussi une perte de potentiel et ça peut créer des dysfonctionnements. Alors, je ne vais pas vous dire là tous les... mon propos, ce n'est pas de vous donner tous les signes que génère un clivage ou une dissociation, mais un des signes essentiels, c'est la perte de mémoire, les difficultés de mémoire, les trous de mémoire, et puis des activations comme de phobie dans certaines situations particulières, avec un corps qui devient comme robotique, rigide, qui va réagir comme si le traumatisme revenait, alors que c'est inadéquat avec la situation dans laquelle est la personne. Souvent, c'est avec des angoisses qui montent. Ça peut faire vraiment aussi des maladies physiques, un hyperstress au niveau du système nerveux, un hyperstress au niveau des hormones de stress, puisque le corps, lui, ne peut pas se cliver quelque part au niveau physique. Et du coup, il va vivre en même temps l'information de la mémoire du traumatisme qui n'est plus conscientisée, qui n'est plus ressentie, mais qui existe encore dans le champ vibratoire de la personne. Et donc, il va beaucoup envoyer d'informations de stress à la personne, alors que dans sa vie, il n'y a plus de raison de stresser. Et donc, ça va créer des personnalités anxieuses, phobiques, angoissées, tendues, hyper nerveuses, hypersensibles. Quelles sont les origines de la perte d'âme? Je vais vous les donner un petit peu, j'insiste sur ça. Pourquoi je prends le temps dans cette vidéo de vous parler de ça? Mais c'est simplement parce que peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Et je vous assure que moi, le jour où j'ai compris que j'étais vraiment beaucoup clivée, ça m'a permis de me guérir. Et je trouve que c'est important de pouvoir donner de l'information là-dessus parce que tous les processus thérapeutiques ne permettent pas d'aller investiguer le monde de l'énergie et de la vibration. C'est important que vous puissiez savoir que ça existe pour soit vous orienter ou soit orienter vos proches vers des soins adaptés à leurs problèmes. Évidemment, la première chose il faut que le choc soit... Alors, il y a deux raisons pour lesquelles on se clive. Soit parce qu'on vit un choc très, très, très intense, comme de l'abus sexuel ou de l'inceste, ou des situations de guerre, de bombes, de guerre, etc. Soit parce qu'on est une personnalité de base fragile en termes de matière. On peut, en comparaison, imaginer que certaines d'entre nous seraient constituées comme de la matière, comme de la roche, et certains seraient constitués comme du pyrex ou du cristal. Évidemment, si on donne un coup de pied dans une roche, elle ne va pas beaucoup bouger. Si on donne un coup de pied dans un verre en pyrex ou un verre de cristal, ils vont exploser en 1000 morceaux. Alors, on s'aperçoit que certaines âmes, certaines personnalités dans leur vibration sont beaucoup plus fragiles en termes de matière que d'autres. Donc, ça fait des personnalités plus sensibles dans leur âme. Et quand elles vivent des traumatismes, elles explosent beaucoup plus que quelqu'un qui a une âme avec une consistance plus résistante.
La troisième cause qui fait qu'on peut avoir un clivage d'âme, c'est si on en a déjà eu un dû à un traumatisme important, eh bien notre programme intérieur de défense connaît l'astuce et peut avoir tendance à l'utiliser souvent pour se protéger. Alors ça fait des personnes qui sont pas présentes, vous savez, qui partent, qui déconnectent. Vous leur parlez, elles vous écoutent, d'un coup elles sont plus là. On dit tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas présente, tu pars ailleurs, voire même elle vous parle d'autre chose. Vous êtes en train de parler d'un truc, elle vous parle d'autre chose. Vous voyez que son esprit n'est plus là. Ça c'est spécifique de la dissociation et du clivage. Et ça peut être utilisé facilement pour se déconnecter de choses qui nous dérangent et se protéger psychologiquement ou énergétiquement. Alors, suivant les personnes, la fragilité que l'on a et les traumatismes que l'on va vivre, on va plus ou moins se dissocier. Alors, je vais vous faire un petit listing des causes de dissociation. Évidemment, en fonction des personnes, c'est pas le même événement ne va pas forcément générer un clivage pareil, ou voire pas du tout. Donc, je vous ai parlé des violences et abus sexuels, de l'inceste, des attentats, des très fortes agressions, hein, de la guerre, des peurs de mourir très fortes. Quand par exemple, on croit on est en train d'avoir un accident de voiture, par exemple. On peut vivre des clivages quand on vit la perte d'un être cher ou un deuil, qui peut être un choc violent pour certaines personnes. Des situations de divorce, que ce soit pour les parents, enfin pour les personnes qui divorcent, ou parce que ça peut être violent pour certaines personnes de divorcer, s'il y a eu un fort attachement à son conjoint ou sa compagne. Mais aussi souvent, le divorce va générer du clivage dans la personnalité des enfants, parce qu'ils vont devoir se construire une double personnalité, un pour le père, un pour la mère, parce qu'ils ne vont pas vouloir choisir qui aimer plus ou à qui donner raison. Donc, ils vont se créer une double personnalité. Pour cela, ils vont devoir se cliver. Et donc, ça va faire des personnalités en clivage après. On peut rencontrer le clivage dans l'interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou pas, mais l'acte de l'avortement peut être très très violent pour une femme et ça peut générer du clivage. Toutes les violences psychiques et physiques, et ça peut démarrer très tôt dans l'enfance, voire y compris dans la vie intra-utérine. Évidemment, tous les processus de manipulation et de perversion génèrent du clivage. Tous les messages paradoxaux, les ambivalences, souffler le chaud, le froid en permanence, nous rend clivés, nous rend psychotiques, parce que notre structure psychique ne peut pas tenir les messages paradoxaux. On va retrouver du clivage chez les personnes qui ont des addictions. L'alcool ou les substances psychotropes peuvent créer des clivages. Les changements de vie subis, déménagement dans la petite enfance, on parle du syndrome du déracinement, de la séparation, et ça crée du clivage. On peut retrouver du clivage chez les enfants quand il y a eu des causes médicales importantes et répétées pour eux, comme des chirurgies répétées. Quand on n'a pas pris en compte leur douleur, chez les bébés entre autres, quand ils ont vécu un sentiment d'abandon répété, mais aussi chez les adultes avec les causes médicales, surtout quand il y a un pronostic vital engagé. L'anesthésie générale peut créer aussi des clivages au niveau vibratoire énergétique. Donc c'est vraiment intéressant quand vous avez eu une chirurgie. Quand on découpe un organe, ça va se découper aussi au niveau énergétique et vibratoire et le chirurgien vous resuture physiquement. Mais ça peut être intéressant après de faire un soin énergétique et vibratoire pour les resuturer aussi dans les espaces énergétiques et vibratoires. Et aussi aller voir qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez cette anesthésie générale. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau vibratoire énergétique? Comment ça va? Est-ce que voilà, parce que ça peut générer des clivages. On va retrouver des personnalités clivées quand il y a eu des traumatismes intra-utérins. Donc,
chez ce petit bébé intra-utérin, tout ce qui va vivre de difficile peut générer du clivage au niveau de sa vibration, de son énergie, et il peut s'être construit là-dessus et en souffrir ensuite par la suite. On va parler de clivage dans le chamanisme en lien avec les terreurs et difficultés d'incarnation. Là, on est avant même la conception ou au moment de la conception ou au moment de la naissance. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des événements qui peuvent générer des clivages. Donc vous avez vu dans ce conte, on voit qu'il y a un énorme traumatisme, mais pas que. Donc, soyez vigilants par rapport à vos histoires de vie ou celles de vos enfants ou de vos proches. Ce qui peut générer de la souffrance, on appelle ça un stress post-traumatique, derrière qui peut durer des années et s'installer, peut être tout simplement dû à un clivage. Alors, là, je vais finir cette vidéo en vous parlant de comment on fait alors pour faire de la récupération d'âme. On le voit dans ce conte, on en parlera plus tard. On peut aller dans cet espace où le temps n'existe pas, aller voyager dans le temps et aller dans le passé, récupérer les bouts qui ont été traumatisés. Qu'est-ce qu'on fait? On va les nettoyer au niveau énergétique et vibratoire, en prendre soin, les réparer et aller comme si on pouvait aller les recoller sur l'âme de la personne. S'il y a eu beaucoup de clivages, on le voit dans ce conte, ça peut être très très long. Évidemment, on pense à la psychiatrie. Si on savait faire ça en psychiatrie, il est possible qu'on guérirait plus de personnes. C'est notre frustration à nous, thérapeutes, qui savons faire les récupérations d'âme. Notre frustration, c'est que ce ne soit pas pris en compte en psychiatrie. Ceci dit, j'ai moi des personnes qui sont diagnostiquées schizophrènes. Schizophrène, c'est une personnalité dissociée, morcelée, où il y a beaucoup de clivages, qui viennent me voir, avec qui je travaille sur la récupération d'âme, entre autres, et autres choses. Mais je peux vous dire que c'est pas facile, c'est pas magique, c'est pas parce qu'on fait la récupération d'âme qu'ils vont mieux. Alors, certains oui, ça prend du temps, c'est fastidieux, et parfois il y a beaucoup de travail sur beaucoup de plans. C'est long et c'est compliqué parce que faire de la récupération d'âme, c'est aller retraverser les traumatismes dans le passé pour aller récupérer des parts de nous, les guérir, les réassocier et changer notre personnalité pour devenir quelqu'un d'autre de guéri en fait. Voilà, donc c'est pas toujours un trajet facile. Et parfois, si vous avez vécu un seul traumatisme particulier qui vous bloque dans un potentiel dont vous avez besoin aujourd'hui, mais que vous avez eu une perte de potentiel parce que y a du clivage, c'est vrai que certaines séances font des guérisons immédiates quand on arrive sur la perte de potentiel et la perte d'âme et qu'on arrive à récupérer le potentiel, c'est-à-dire à récupérer les informations énergétiques et vibratoires pour les redonner à la personne. C'est vrai que parfois on a aussi des guérisons incroyables qui vont très vite et qu'on peut nommer presque de l'ordre du miracle. Voilà, donc pour moi, il était important de prendre le temps de faire cette troisième audio d'introduction pour vous donner cette information, prendre soin de vous qui m'écoutez pour que vous puissiez identifier chez vous, dans votre entourage, des personnes qui auraient éventuellement besoin de soins de récupération d'âme et de soins chamaniques. Alors, en l'utilisant en chamanisme, on peut l'utiliser aussi avec d'autres outils. Aujourd'hui, on a d'autres outils qui nous permettent d'aller dans ce monde de l'intangible, faire de la récupération d'âme. Mais voilà, informer les personnes qui vous paraîtraient concernées par le problème pour qu'elles aillent s'orienter vers des thérapeutes qui leur correspondent. Je vais finir cet audio par vous parler un petit peu, juste brièvement, de qu'est-ce que le rêve, comme on le voit au niveau de la médecine. Alors, vous allez voir que c'est un petit peu intéressant parce que tout a du lien, tout est en lien entre ce que connaît la médecine, les questions qu'on se pose au niveau de la physique quantique, au niveau des expériences de mort imminente, et puis tout ce domaine du monde du rêve, du chamanisme, tout est en lien et c'est vachement intéressant finalement de prendre le temps de faire des liens pour recréer une forme d'unité en nous et dans nos consciences. Il y a plusieurs phases
dans le sommeil. Et la première phase, c'est l'endormissement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'endormir? On se met au repos. On ralentit, on se met au repos, on se met dans des conditions satisfaisantes pour pouvoir s'endormir. Dans un endroit calme, dans le noir. Et puis, souvent, il va y avoir une baisse de la température du corps, un arrêt des mouvements. On va mettre au repos nos muscles. Et notre cerveau va donc ralentir. Donc, il va y avoir la deuxième phase qui est la phase de sommeil lent et léger. Pourquoi lent? Parce qu'à ce moment-là, les ondes électriques de notre cerveau a ralenti, et léger aussi parce qu'aux moindres perturbations qu'il y aurait dans la pièce, ça nous réveille en fait. Donc on n'est pas parti très loin. On n'est pas loin, mais donc on est réveillable rapidement. Mais par contre, notre cerveau ralentit. Cet espace de sommeil lent et léger, c'est un espace où vous êtes, on va dire, dans la préconscience. Vous avez conscience que vous êtes en train de vous endormir. Et si quelqu'un vous parle, vous savez, vous lui répondez « oui, tu dors, oui, je dors. » Donc, vous êtes encore en train, vous avez la capacité de répondre si on vous parle, mais vous avez bien conscience que vous êtes en train de glisser et que vous allez partir. Hein. C'est intéressant, si vous voulez un petit peu vous entraîner à avoir la maîtrise de du monde du rêve, c'est d'explorer, d'essayer de faire durer cette étape-là le plus longtemps que vous pouvez. Et c'est dans cette conscience-là que l'on va faire, nous, en chamanisme, l'exploration dans le monde des rêves. C'est-à-dire que quand on part dans l'exploration du monde du rêve en chamanisme, on est réveillable à chaque instant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un sommeil profond. Alors ça peut nous arriver, mais c'est vraiment qu'on est parti, qu'on a fait quelque chose, on est parti loin. Mais on apprend dans un premier temps à pouvoir revenir rapidement et à savoir basculer de éveil, sommeil, éveil, sommeil, éveil, sommeil, et de partir, revenir, et d'utiliser notre conscience quasi éveillée pour diriger notre rêve dans des espaces où on veut aller voir. Quand vous êtes dans cet espace de pré-sommeil, c'est un moment privilégié où vous pouvez avoir de l'information, de l'inspiration, on va dire entre guillemets des révélations par rapport à des questions que vous posez. Et vous allez vivre aussi la même phase le matin en vous réveillant, où vous sentez que vous êtes en train de vous réveiller, vous savez que c'est le matin, mais vous dormez encore et vous pouvez encore un petit peu vous rendormir. Et bien là, on est vraiment dans l'énergie d'avril. C'est vraiment l'énergie du sommeil du matin. Et dans cet espace-là, alors c'est plus facile le matin parce que on a fait notre nuit et on va moins glisser rapidement dans le sommeil profond. Donc on peut utiliser cette phase d'entre-deux plus facilement, qui peut s'étendre plus facilement pour aller chercher de l'information. Que le soir, en s'endormant, si on est trop fatigué, on va lâcher vite. Mais c'est intéressant quand vous vous endormez d'apprendre en fait à essayer d'élargir ce temps-là pour apprendre à le maîtriser et éventuellement l'utiliser pour aller chercher de l'information. Et aussi le matin, de faire le même travail. Et le matin, moi, je peux même repartir dans l'endormissement pour aller vraiment dans le rêve, aller chercher l'information, sans même le tambour. Évidemment, là, à ce moment-là, j'ai plus besoin d'induction parce que je suis dans un état où le cerveau est assez ralenti pour que je puisse reglisser dans un autre état et aller chercher de l'information, de l'inspiration, de la reconnexion à certaines guidances, espaces voilà, ou des espaces de soins pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Donc l'endormissement, le sommeil lent et léger, et ensuite on va tomber sur la troisième étape qui est le sommeil lent et profond. On est toujours dans des ondes cérébrales lentes, mais beaucoup plus lentes que le sommeil lent et léger. Et profond, là, il faut vraiment vous secouer pour vous endormir. Et vous savez, quand vous réveillez une personne qui est dans un sommeil lent et profond, elle sursaute, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui se passe. On a comme l'impression qu'elle était très loin. Et la personne va être très fatiguée. On a l'impression d'être décalé. On a l'impression de ne pas être dans son corps. Vous savez, quand on vous réveille, qu'il se passe quelque chose dans la nuit, quand on vous réveille alors que vous étiez très loin,
vous avez l'impression de ne pas être dans vos baskets, de ne pas être dans votre corps. Eh bien, au niveau énergétique, on le voit. On voit un décalage du corps physique et du corps énergétique. On voit qu'il y a un décalage. Et on dit qu'on n'est pas dans nos baskets. On n'est pas tout à fait revenu à nous. Et ensuite, il va y avoir la dernière étape, qui est l'étape du rêve, donc. On va observer dans cette étape-là une atonie posturale complète, c'est-à-dire vraiment le corps ne bouge plus du tout. On ne peut plus donc bouger, il va y avoir des mouvements oculaires très rapides. Ça c'est étrange, hein. Les yeux se mettent à faire des mouvements rapides et on est dans ce qu'on appelle l'activité onirique. Et là il se passe des choses. Il se passe des choses, alors... est-ce que c'est neurologique? Est-ce que c'est énergétique? Donc, nous, on fait l'hypothèse que c'est que quand on est en train de faire ce découplage du corps énergétique, du corps physique, et qu'on part voyager dans le temps, c'est à ce moment-là où les yeux bougent dans tous les sens. Et entre autres, j'avais envie aussi de vous parler de ça pour vous parler de la technique de l'EMDR, qui est une technique utilisée aussi par des psychiatres et des psychologues et certains thérapeutes, qui est la technique privilégiée pour travailler les états de choc post-traumatique, où on va faire à la personne du balayage oculaire avec... on va leur faire du balayage oculaire, et il va y avoir en une minute, une régression de conscience quasi immédiate où la personne va avoir des visions, des sensations, des souvenirs qui remontent au niveau neurologique à la surface. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, entre autres, aussi travailler de la récupération, le clivage neurologique et de la récupération de données d'informations. Voilà, donc moi j'avais quand même envie de finir cet audio en vous disant que le MDR est aussi une bonne pratique pour travailler les dissociations neurologiques et c'est aussi très en lien avec le monde du rêve puisque dans le MDR on va vous proposer enfin c'est pas qu'on va vous proposer, c'est que ça va se faire immédiatement, on va vous faire un balayage des yeux et très rapidement vous allez avoir des visions qui arrivent, des souvenirs, des sensations, c'est très étrange à vivre. Ça répare au niveau neurologique, ça répare le cerveau. Par contre, ça fait revenir des mémoires. On peut aussi avoir accès à des mémoires ancestrales. Donc, ça peut être un peu perturbant hein, de rentrer dans cet état-là de conscience, mais ça fait souvent du bien. Bien sûr, on peut le travailler aussi en hypnose. C'est la même façon de faire. Hein. L'hypnose, c'est une façon, l'induction va faire un ralentissement cérébral. Et dans l'hypnose, on peut travailler des choses de manière assez similaire. Voilà, je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire et je crois qu'on est fin prêt pour aller parler de ce conte, de l'énergie d'avril, dans notre roue chamanique, de quoi va nous parler l'énergie d'avril, de quelle capacité elle va nous parler et puis dans une dernière vidéo, je vous parlerai évidemment des blessures que l'on peut rencontrer donc dans l'énergie d'avril ou au mois d'avril. Bon, on va plonger encore plus loin hein, dans l'écoute et l'initiation. Il y a encore plein de choses à dire et à observer, mais vous en avez déjà des grandes couleurs. Et donc, j'espère que ce processus vous passionne comme moi, il m'a passionné. Et que ces audios vous amènent de fil en aiguille dans des découvertes qui vous nourrissent et qui vous permettent de rentrer un peu plus en lien avec des connaissances qu'il existe un peu par-ci par-là, mais l'avantage de cette roue, c'est qu'on va pouvoir un petit peu, en tournant autour de la roue, réassocier toutes ces connaissances en nous, pour en avoir dans notre centre, au bout du processus, l'intelligence profonde. Alors à bientôt pour enfin notre vidéo qui va analyser le conte d'avril.